Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous présente la partie 3 de Candide ou l'optimisme de Voltaire, un conte philosophique qui raconte l'histoire d'un jeune métaphysicien appelé Candide et de ses premiers pas dans le monde réel. Donc, si vous n'avez pas regardé les 2 dernières vidéos, je vous encourage vivement, tout simplement parce que ça sera plus facile à comprendre et à vous situer dans l'histoire. Bon, je ne vais pas faire une trop longue intro, donc on va faire comme dans la vidéo précédente et faire un petit récap de la deuxième vidéo. Alors, nous avions appris que après les meurtres de Don Issachar, le marchand juif, et du grand inquisiteur de Lisbonne, Candide, Cunégonde et la vieille ont complètement fui le Portugal, mais qu'une fois à Badajoz, en Espagne, un père cordelier avait volé les pistoles et les diamants de Cunégonde, ce qui les a obligés à vendre l'un des 3 chevaux andalous qui avaient autrefois appartenu au grand inquisiteur de Lisbonne. Ils ont ensuite voyagé de ville en ville jusqu'à arriver à Cadix, toujours en Espagne. Là-bas, Candide a été promu au rang de capitaine et a été envoyé au Paraguay avec une mission: aller mettre ou pas les révérends pères jésuites de ce pays qui étaient accusés d'avoir encouragé l'un de leurs tribus à se révolter contre les rois d'Espagne et du Portugal. Sur le chemin, la vieille avait raconté toute l'histoire de sa life. Et à la fin de son récit, elle a encouragé Candide et Cunégonde à demander aux autres passagers de raconter leurs propres histoires aussi. Puis, une fois débarqué au port de Buenos Aires, le trio est allé faire la rencontre du gouverneur Don Fernando d'Ibarra y Fuegora y Mascarenes y Lupurdos y Souza, qui, malheureusement pour les amants, il est tombé in love de Cunégonde dès qu'il a posé ses yeux sur elle. Et il a même prévu de l'épouser dès le lendemain devant toute l'église. Pour ce qui est du capitaine Candide, il a malheureusement pas eu d'autre choix que de fuir Buenos Aires sans Cunégonde. Et maintenant, il est guidé par Cacambo, son valet. Nous nous sommes quittés quand le frère de Cunégonde, qui était présumé mort jusqu'à présent, s'est avéré être le commandant jésuite, l'un des jésuites que Candide devait redresser de par sa mission. Bon, voilà. Je vous propose maintenant de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, comme je disais, le commandant jésuite, qui est aussi le baron de Thunder-Ten-Tronckh, le jeune baron, qui est aussi le frère de Cunégonde, qui, d'après Pangloss et Cunégonde, était tué lors de l'invasion des Bulgares en Westphalie, dans le château de Thunder-Ten-Tronckh. Quand il voit Candide, il est tellement content de le revoir. Ils sont tous les deux choqués de s'être retrouvés alors qu'ils ne se cherchaient même pas. C'est une folie. Et j'imagine sûrement que c'est pour avoir un peu plus d'intimité que le jeune commandant fait se retirer les esclaves nègres et aussi les Paraguayens qui étaient en train de les servir à boire dans des gobelets de cristal de roche. Si jamais, le mot nègre revient très souvent. Pour le moment, je ne vais pas trop commenter dessus, mais on va vite y revenir dessus dans cette vidéo. Ensuite, il remercie Dieu et Saint Ignace 1000 fois tout en serrant Candide dans ses bras. Leurs visages sont baignés de larmes. Et dans le plus grand des calmes, Candide lui dit: « Vous serez bien plus étonné, plus attendri, plus hors de vous-même si je vous disais que mademoiselle Cunégonde, votre sœur que vous avez cru éventrer, est en pleine santé. » Ouh, dans le voisinage, chez monsieur le gouverneur de Buenos Aires. Et je venais pour vous faire la guerre. Chaque mot que prononcent ces 2 jeunes gens dans cette longue conversation accumule prodige sur prodige. Leur âme tout entière qui vole sur leur langue est attentive dans leurs oreilles et étincelante dans leurs yeux. Bon, petite parenthèse très importante les amis, il y a une correction que j'aimerais signaler. Je me suis trompée dans la vidéo précédente au sujet d'une appellation, si je peux appeler ça comme ça. Comme vous avez sûrement remarqué, peut-être pas parce que ça fait pas très longtemps que cette vidéo a commencé, mais je n'appelle plus le frère de Cunégonde le révérend père provincial pour le simple raison qui est que il n'est pas le révérend père provincial. Je m'explique. Le commandant, c'est bien le frère de Cunégonde, mais le père provincial, c'est son supérieur.
C'est pour ça que quand il avait dit à Candide qu'il ne pouvait baiser les éperons du révérend père provincial, qu'après 3 heures, puisqu'il était à la parade, après avoir dit la messe, j'ai cru que c'était juste pour l'embêter, lui faire perdre son temps et que quand ce soi-disant révérend père provincial avait compris qu'il était allemand et donc pas espagnol, il a décidé de le recevoir. Eh ben non, j'étais à côté de la plaque. Le père provincial n'est pas sur place et le jeune baron est bel et bien le commandant. Et là maintenant, Candide et le frère de Cunégonde, donc le commandant, attendent le révérend père provincial. Bon, j'espère que maintenant on est tous au clair. Si jamais vous l'étiez, bah, au moins vous avez pu voir que je me suis corrigée si vous avez remarqué que j'avais dit des bêtises avant. Mais bon, poursuivons. J'aimerais aussi ajouter quelque chose au sujet des 3 heures. Alors, Candide ne pouvait baiser les éperons du révérend père provincial que dans 3 heures. Ça, on a bien compris, je pense. Mais on sait aussi que ce même révérend père provincial ne laisse aucun étranger rester dans le pays plus de 3 heures, justement. La logique nous dit que cette rencontre ne se fera jamais, puisqu'il arrive dans 3 heures et que Candide devrait être parti dans ce temps imparti. Il ne verra jamais le révérend père provincial, c'est juste logique. Bon bref, c'est tout ce que je voulais mettre au clair et puis maintenant, on va retourner au livre et continuer notre histoire. Alors le livre nous apprend que le commandant et Candide restent très longtemps à table parce qu'ils sont allemands. Le frère de Cunégonde, qu'on va appeler à partir de maintenant le baron, étant donné qu'il ne semble pas être assez important pour avoir un prénom, comme j'ai dit dans je sais pas si c'était la première ou la deuxième vidéo, c'est pas le Beyoncé de cette histoire. Donc le frère de Cunégonde commence à raconter à Candide ce qui s'est passé dans le château de son père. J'aurai toute ma vie présent à la mémoire le jour horrible où j'ai vu tuer mon père et ma mère et violer ma sœur. Et quand les Bulgares se sont retirés, les survivants ont cherché sa sœur partout, mais elle était introuvable. Ils ont donc mis sa mère, son père, 2 servantes, 3 petits garçons égorgés et lui-même dans une charrette afin de les enterrer dans une chapelle de jésuites à 2 lieues du château de ses pères. Ensuite, l'un des jésuites a jeté de l'eau bénite sur eux, un souvenir qui semble ancré dans sa mémoire. Il s'en souvient que cette eau bénite était horriblement salée, quand quelques gouttes sont entrées dans ses yeux. Et c'est grâce à cette eau bénite que l'un des pères s'est aperçu que sa paupière faisait un petit mouvement. Alors il a mis sa main sur son cœur, donc sur le cœur du baron, et il a senti palpiter. Un peu comme un miracle, puisque c'est un peu grâce à cette eau bénite, c'est même beaucoup grâce à cette eau bénite qu'il a finalement été secouru. Et au bout de 3 semaines, il a guéri. Vous savez, mon cher Candide, que j'étais fort jolie. Je le devins encore davantage. Aussi, le révérend Cruste, supérieur de la maison, prit pour moi la plus tendre amitié. Il me donna l'habit de novice. Quelque temps après, je fus envoyée à Rome. Alors, en ce qui concerne le baron, surtout si je m'appuie sur ce que j'avais déjà supposé dans la première vidéo, souvenez-vous que quand Pangloss avait annoncé à Candide que Cunégonde avait été éventrée, puis violée par les soldats bulgares, il a ensuite dit que, en ce qui concerne son jeune pupille, en tout cas en ce qui concernait son jeune pupille, il avait été traité de la même façon que sa sœur. Donc pour moi, personnellement, ça laisse sous-entendre que dans cette guerre, la violence sexuelle peut frapper tout le monde, femmes comme hommes. J'ai donc supposé que Voltaire était peut-être en train de dénoncer quelque chose, quelques atrocités qui arrivent durant une guerre. Et ici, pour le coup, j'ai comme l'impression qu'en rappelant à Candide à quel point monsieur était magnifique, beau, et comme il est devenu encore plus beau, et surtout en liant ça à son histoire avec ce révérend père Cruste de cette manière-là, je ne peux pas m'empêcher de faire cette supposition encore concernant l'homosexualité. Soit c'est du pur favoritisme, et donc le supérieur le pistonne parce qu'il le trouve brillant, ou bien, je sais pas, il a quelques qualités qu'il trouve qui méritent plus d'intérêt que n'importe qui d'autre. Soit Voltaire suggère une tendresse plus charnelle, et possiblement une charge satirique sur des affections trop tendres dans le clergé. Qu'on se mette bien d'accord, je suppose, rien de tout ça n'est écrit noir sur blanc. Mais l'insistance sur la beauté plus ce tendre amitié, ça ressemble quand même à un sous-entendu volontaire. Mais bon,
Passons. Alors, le père général avait besoin d'une recrue de jeunes jésuites allemands. Les autorités jésuites sur place pensent qu'avec des jésuites étrangers, comme le baron justement qui vient d'Allemagne et pas d'Espagne ou bien du Portugal, qu'ils auraient plus de contrôle sur eux et donc plus d'autorité. Parce que les jésuites espagnols, dont l'idée sont plus liées au pouvoir et ils sont donc plus protégés et potentiellement moins faciles à diriger, hein. On nous raconte que le baron a été jugé apte par le révérend père général pour aller travailler dans cette vigne. Et ils sont donc partis. Et avec lui, il y avait un Polonais, un Tyrolien et lui-même. Et juste pour ceux qui n'auraient pas l'info, j'avais pas l'info non plus, hein, donc je le partage avec vous, hein. Un Tyrolien, c'est juste quelqu'un qui vient du Tyrol. C'est une région alpine en Europe centrale. Je pense que chez Voltaire, ça sert surtout à montrer que les jésuites recrutent vraiment partout en Europe. À son arrivée, il a été honoré du sous-diaconat et d'une lieutenance. Et aujourd'hui, il est à la fois colonel et prêtre. Ensuite, il décide de mettre Candide dans la confidence en lui expliquant que ici, il combat avec vigueur les troupes du roi d'Espagne et qu'il peut lui assurer que ses troupes seront à la fois excommuniées et battues. Pour le jeune baron, c'est la Providence qui a envoyé Candide jusqu'à lui, quoi, pour les prêter main forte. Ensuite, il demande à Candide si sa sœur est vraiment dans le voisinage, chez le gouverneur de Buenos Aires. Candide lui assure par serment en plus qu'il n'y a pas plus vrai que ça. Et les deux recommencent à pleurer. Le baron ne peut pas se lasser d'embrasser Candide, qu'il appelle son frère, son sauveur. Ah, peut-être que nous pourrons ensemble, mon cher Candide, entrer en vainqueur dans la ville et reprendre ma sœur Cunégonde. C'est tout ce que je souhaite, car je comptais l'épouser. Et je l'espère encore. Vous, insolent, vous auriez l'impudence d'épouser ma sœur, qui a 72 quartiers? Je vous trouve bien effronté d'oser me parler d'un dessein si téméraire. Candide, pétrifié de ce qu'il vient d'entendre, lui répond « Mon cher révérend, tous les quartiers du monde n'y feront rien. » Je m'excuse, mais il faut faire une petite précision, hein, parce qu'ici, je suis persuadée que Voltaire joue volontairement avec les titres, hein. Le commandant, qui est le frère de Cunégonde, est bien un jésuite. Alors, pourquoi est-ce que Candide l'appelle mon révérend père? C'est ce genre de détail, franchement, qui me fait bugger. Je pense que c'est une simple formule religieuse. Apparemment, les jésuites pouvaient être appelés révérend père sans forcément être provincial, cruste ou même général. Donc, mon cher révérend père, tous les quartiers du monde n'y feront rien. J'ai tiré votre sœur des bras d'un juif et d'un inquisiteur. Elle m'a assez d'obligations. Elle veut m'épouser. Alors là, quand Candide dit que tous les quartiers du monde n'y feront rien, il joue pas avec le langage de la noblesse, il ne le détourne même pas en fait, il le rejette tout simplement. Ce qu'il dit en substance, c'est que peu importe vos titres, peu importe vos lignées, peu importe vos preuves de sang, aucune de ces constructions abstraites ne changera la réalité. Et la réalité est simple, hein. Il a sauvé Cunégonde. Elle lui doit la vie. Et en plus de ça, elle veut l'épouser. Punto. Donc, d'un côté, on a la logique de la noblesse, faite de généalogie, de quartier, de pureté de sang et de signes. Et de l'autre côté, on a la logique des faits, des actes et de ce qui s'est réellement passé. Candide ne cherche plus à prouver qu'il mérite. Il affirme tout simplement que ces critères n'ont plus de valeur. Et c'est ça qui est nouveau. Jusqu'ici, Candide subissait ce langage. Il était même prisonnier, si on peut dire ça comme ça. Toujours presque noble, toujours toléré, jamais reconnu. Mais ici, on sent quand même une certaine ras-le-bol, hein. Quand il dit que tous les quartiers du monde n'y feront rien, c'est un peu comme s'il disait que vous pouvez aligner toutes vos règles absurdes, elles ne changeront strictement rien à ce qui est. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, Candide a raison. Et ce n'est pas parce qu'il serait devenu révolutionnaire tout d'un coup, mais c'est parce qu'il a compris que certaines catégories ne servent qu'à bloquer la justice, en fait. Et là, il nous fait comprendre justement qu'il commence enfin à comprendre. C'est bien la première fois qu'il s'oppose frontalement à la logique aristocratique, hein. Jusqu'ici, Candide a toujours accepté les règles du monde telles qu'on les lui imposait.
La noblesse, la hiérarchie, la naissance, il les subissait. Il souffrait, mais il ne remettait pas vraiment en cause le système. Et aujourd'hui, il commence à comprendre que les quartiers, ces chiffres censés représenter la valeur d'un homme, ne protègent absolument personne. Et les faits sont là, hein. Le baron est mort, la baronne est morte démembrée, Cunégonde violée, éventrée, et puis enlevée, séquestrée et transformée en boniche avant d'être devenue un objet de convoitise, partagé entre Don Issachar, le marchand juif, et le grand inquisiteur de Lisbonne. Finalement, le jeune baron, le fils du baron et de la baronne et le frère de Cunégonde, traité de la même façon que sa sœur, et survit miraculeusement. Il devrait vraiment dire merci à cette eau bénite bien salée, parce qu'il aurait carrément pu être enterré vivant. Et donc mourir pour le coup, parce qu'une fois qu'on est enterré, manque d'oxygène, logique, 1 plus 1 égale 2, on est mort. Donc toute cette famille n'a pas été épargnée malgré leurs 72 quartiers. Maître Pangloss m'a toujours dit que les hommes sont égaux et assurément je l'épouserai. Et c'est là que les choses partent en cacahuète, les gars. Le baron lui répond: c'est ce que nous verrons, coquin, tout en lui donnant un grand coup de plat de son épée sur le visage. Candide, dans l'instant, tire la sienne et l'enfonce jusqu'à la garde dans le ventre du baron jésuite. Mais en la retirant toute fumante en plus, il se met à pleurer. Hélas, mon Dieu, j'ai tué mon ancien maître, mon ami, mon beau-frère. Je ne sais pas pourquoi il appelle son beau-frère. Son soi-disant beau-frère n'a pas envie qu'il épouse sa sœur, donc en soi, ils ne sont pas beaux-frères, hein. Mais bon, il a envie de rêver, on va lui accorder ça, ok? Je suis le meilleur homme du monde, et voilà déjà 3 hommes que je tue. Et dans ces 3, il y a 2 prêtres. Cacambo, qui faisait sentinelle à la porte de la Feuillet, arrive sans perdre un instant et Candide lui dit: il ne reste plus qu'à vendre cher notre vie. On va sans doute entrer dans la Feuillet. Il faut mourir les armes à la main. Quand la situation dépasse nos ingénus, il y a toujours quelqu'un pour prendre la situation en main. Et avant, c'était la vieille. Et maintenant, c'est au travail de Cacambo. Est-ce qu'il saura faire le nécessaire? Souvenez-vous de ce que j'avais dit de Cacambo dans la vidéo précédente, à savoir que c'est un homme qui a tout fait dans sa vie. Il a beaucoup d'expérience. C'est pour ça qu'il garde son sang-froid et prend tout de suite la robe de jésuite que portait le baron et le met sur le corps de Candide. Puis il lui donne le bonnet carré du mort et le fait monter à cheval. Tout ça en un clin d'œil, les gars, ça va très vite. Galopons, mon maître, tout le monde vous prendra pour un jésuite qui va donner des ordres. Et nous aurons passé les frontières avant même qu'on puisse courir après nous. Puis il crie en espagnol: place, place pour le révérend père colonel. Et pouf, il dépasse les barrières. Et il avait raison, hein. Le camp du baron jésuite n'a pas encore découvert son corps. On apprend ensuite que Cacambo, qui est très vigilant, avait pris le soin de remplir sa valise de pain, de chocolat, de jambon, de fruits et de vin. Et je trouve ça très intéressant parce que si on regarde ce menu, en tout cas ces courses, on se rend compte que c'est pas n'importe qui mangeait comme ça. Et c'est surtout le monde aristocratique. Je trouve ça très intéressant pour le coup que ces gens qui sont censés prêcher et répandre la parole divine vivent dans un luxe comme ça. On dirait des aristocrates, on dirait une famille royale. Et on a déjà vu dans le passé que le chocolat, c'est quand même, c'est pas n'importe qui, ce n'est pas à la portée de n'importe qui à cette époque-là. Aujourd'hui, n'importe qui peut acheter du chocolat, hein. En tout cas, à cette époque-là, chocolat, vin, ok, les fruits, peut-être qu'on peut en trouver, mais même ce genre de choses sont souvent réservées à ce milieu-là et au-delà. Donc, c'est très intéressant. C'est tout ce que je voulais dire. Donc voilà, il a fait sa petite valise de pain, de chocolat, de jambon, de fruits et de vin. Et avant même qu'ils s'en rendent compte, ils s'enfoncent avec leurs chevaux andalous dans un pays totalement inconnu et visiblement sans route. Ils finissent enfin par découvrir une belle prairie entrecoupée de ruisseaux. Alors ils descendent de leurs chevaux et commencent à les nourrir. Puis Cacambo propose à son maître de manger tout en lui donnant l'exemple. Regarde, je suis en train de manger, vas-y, mange toi aussi. Il est en train de l'encourager, tu vois. Et Candide lui répond:
Comment veux-tu que je mange du jambon quand j'ai tué le fils de monsieur le baron et que je m'envoie condamné à ne revoir la belle Cunégonde de ma vie? À quoi me servira de prolonger mes misérables jours puisque je dois les traîner loin d'elle, dans les remords et dans le désespoir? Et que dira le journal de Trévoux? Alors ici, en ce qui concerne le journal de Trévoux, il faut sachez que Voltaire a eu de vrais conflits avec ce journal. C'était un journal jésuite qui attaquait régulièrement ses idées. On n'a jamais entendu parler du journal de Trévoux avant maintenant de la bouche de Candide. Donc, comment est-ce que ce journal pourrait connaître Candide? Donc, juste le placement de cette information à cet instant précis dans l'histoire, c'est assez déséquilibrant parce qu'on ne comprend pas très bien pourquoi est-ce qu'on parle d'un journal tout d'un coup. Ils sont perdus, ils sont dans une prairie, aussi belle soit-elle. Je veux dire, on parlait d'un journal qu'on n'a jamais entendu parler. Et est-ce que ce journal est allemand? Je ne pense pas, je crois que c'est un journal français. Et donc, il n'y a pas vraiment d'antécédent en ce qui concerne Candide lui-même, mais plutôt avec l'auteur, pour le coup, Voltaire. Et donc, pour le coup, je me dis qu'étant donné qu'il était attaqué par ce journal sans cesse, je me dis que ce n'est pas anodine qu'il a mis ça comme ça. Certes, ça n'a rien à voir avec Candide, mais peut-être qu'il serait en train de se moquer de cette obsession du jugement moral, même dans la souffrance. Puis il nous dit que même si Candide se plaint, il se plaint tout en mangeant. Donc, comment veux-tu que je mange alors que... Donc, il est en train de manger quand il le dit. Parce qu'il dit qu'il ne peut pas faire une certaine action qu'il est actuellement en train de faire. Donc, c'est assez paradoxal. Hein. Ensuite, le soleil commence à se coucher et ils ne savent toujours pas où ils sont. Hein. Mais tout d'un coup, ils entendent des petits cris qui semblent être poussés par des femmes. Et bien qu'ils ne savent pas si c'est des cris de joie ou bien des cris de douleur, ils décident quand même de se lever et d'investiguer. Ils se précipitent avec cette inquiétude et cette alarme que tout inspire dans un pays inconnu. Et ils découvrent que ces cris viennent de deux filles toutes nues qui sont en train de courir légèrement au bord de la prairie, suivies de deux singes qui les mordent les fesses. Et là, Candide, qui a appris à tirer chez les Bulgares, et ça ne serait même pas exagéré de vous dire que Candide est un tireur d'élite. Les Bulgares l'ont tellement bien formé qu'il peut carrément abattre une noisette dans un buisson, sans toucher aux feuilles. Donc Candide se retrouve soudainement touché de pitié. Alors il prend son fusil espagnol à deux coups, tire et tue les deux singes. Dieu soit loué, mon cher Cacambo! J'ai délivré d'un grand péril ces deux pauvres créatures. Si j'ai commis un péché en tuant un inquisiteur et un jésuite, je l'ai bien réparé en sauvant la vie de ces deux filles. Ce sont peut-être deux demoiselles de condition, et cette aventure nous peut procurer de très grands avantages dans le pays. Et c'est là que sa langue se noue. En voyant les deux filles embrasser tendrement les deux singes, fondre en larmes sur leur corps et remplir l'air de grands cris. Je ne m'attendais pas à tant de bonté d'âme. Et même Cacambo semble féliciter en lui disant « Vous avez fait là un beau chef-d'œuvre, mon maître. Vous avez tué les deux amants de ces demoiselles. » Leurs amants? Serait-ce possible? Vous vous moquez de moi, Cacambo. Le moyen de vous croire. Mon cher maître, vous êtes toujours étonné de tout. Pourquoi trouvez-vous si étrange que dans quelques pays, il y ait des singes qui obtiennent les bonnes grâces des dames? Ils sont des quarts d'hommes comme je suis un quart d'espagnol. Là, je suis convaincue que Cacambo se moque de la naïveté de Candide quand il lui dit qu'il a fait un beau chef-d'œuvre en tuant ses deux amants, les deux amants de ces deux jeunes filles. Je pense aussi que cette scène, contrairement aux autres meurtres que Candide a commis jusqu'à maintenant, expose quand même son côté impulsif. Hein. Il n'a pas cherché à savoir le pourquoi du comment. Il n'a même pas cherché à trouver une autre solution. Tout de suite, il fallait les abattre. Hélas, je me souviens d'avoir entendu dire à maître Pangloss qu'autrefois, pareils accidents étaient arrivés et que ces mélanges avaient produit des égypans, des faunes, des satyres, que plusieurs grands personnages de l'Antiquité en avaient vu. Mais je prenais cela pour des fables. Je pense qu'ici, Voltaire ne se contente pas de faire dire quelque chose d'étrange à Candide.
Il est possible qu'il se sert de cette réplique pour attaquer une manière de penser très précise. Quand Candide évoque ces mélanges qui auraient produit des Égyptiens, des faunes, des satyres, ce qu'il fait, c'est simplement répéter un discours pseudo-savant qu'il tient de Pangloss encore une fois. Comme ses présomptions concernant le Nouveau Monde, alors qu'à cette époque, il n'avait jamais quitté l'Europe. Un discours qui mélange philosophie, mythologie et des explications bancales du monde. C'est peut-être une manière pour Voltaire de nous montrer à quel point cette logique est dangereuse. Restez avec moi. Parce qu'à partir du moment où l'on commence à classer les êtres, à mesurer leur humanité, à parler de quart, de mélange et des degrés, il ne reste plus qu'à justifier n'importe quoi d'autre au final. Les Égyptiens, les faunes, les satyres sont des figures absurdes. Mais elles révèlent l'absurdité du raisonnement lui-même. Parce que si l'on accepte qu'un homme puisse être plus ou moins humain, alors pourquoi ne pas croire à des hybrides mythologiques? Ce que j'aimerais vous dire en fait, c'est que je pense que Voltaire est en train de dénoncer une logique de classification des êtres humains. Il montre comment on passe très vite de classement à la hiérarchie, puis à la déshumanisation totale. Et comment ces discours soi-disant rationnels peuvent servir à justifier la domination, la violence et le mépris de l'autre. C'est intéressant parce que spontanément, j'aurais tout de suite pensé à Darwin, alors qu'en réalité, il arrive beaucoup plus tard, hein. Et sa théorie n'explique pas une hiérarchie morale entre les humains. Ce qu'il fait, c'est décrire des mécanismes biologiques et pas des degrés de valeur. C'est donc pour ça que j'ai fini par arriver à la conclusion que Voltaire vise autre chose ici. Et que peut-être, ce qu'il viserait serait peut-être la tentation déjà très présente au XVIIIe siècle, celle de vouloir classer les êtres humains, les ranger, les mesurer, un peu comme on classe des plantes ou des animaux. À partir de là, on commence à parler de mélange, de quart, de degré d'humanité. Si l'on accepte qu'un homme puisse être un quart de quelque chose, alors pourquoi pas des demi-hommes, des quarts d'hommes ou même des créatures mythologiques, dans ce cas-là des Égyptiens, des faunes et des satyres. J'ajouterais aussi que ces conclusions semblent volontairement absurdes et ridicules, parce qu'en fin de compte, le problème n'est pas la science en elle-même, mais c'est le moment où elle oublie l'humain, où elle transforme des personnes en catégories, et où ces catégories finissent par justifier la domination, la violence, la déshumanisation, encore une fois. C'est donc pour ça que je ne pense pas que Voltaire se contente seulement de se moquer de Candide ici. Ce qu'il fait, c'est de montrer une manière de penser très sérieuse en apparence, mais profondément dangereuse en réalité. Une pensée qui commence par classer et qui finit par nier l'humanité de certains. Ensuite, Cacambo lui dit « Vous devez être convaincu à présent que c'est une vérité. Et vous voyez comment, en usant les personnes qui n'ont pas reçu une certaine éducation. Tout ce que je crains, c'est que ces dames ne nous fassent quelque méchante affaire. » C'est seulement après avoir maudit le grand inquisiteur du Portugal, de Lisbonne, le gouverneur de Buenos Aires et le baron qui décident de manger avant de dormir sur de la mousse. Puis, à leur réveil, ils se rendent très vite compte que quelque chose ne va pas. Mais alors, pas du tout. Quand ils essayent de bouger, impossible. On apprend que pendant la nuit, les Oreillons, donc les habitants du pays chez qui les deux filles les avaient dénoncés, les ont garrottés avec des cordes faites d'écorce d'arbres. Et maintenant, ils se retrouvent entourés d'une cinquantaine d'Oreillons, tout nus, armés de flèches, de massues et de haches de cailloux. Certains font bouillir une grande chaudière et d'autres préparent des broches et sont tous en train de crier « C'est un jésuite! C'est un jésuite! Nous serons vengés et nous ferons bonne chère! Mangeons du jésuite! Mangeons du jésuite! Je vous l'avais bien dit, mon maître, que ces deux filles nous joueront d'un mauvais tour! » Et en voyant la chaudière et les broches, Candide commence à paniquer et il commence à crier. Nous allons certainement être rôtis ou bouillis. Ah, que dirait maître Pangloss s'il voyait comment la pure nature est faite. Tout est bien, soit. Mais j'avoue qu'il est bien cruel d'avoir perdu mademoiselle Cunégonde et d'être mise à la broche par des Oreillons.
Alors ici, on peut voir que de plus en plus, Candide ne sont plus aussi convaincus qu'avant de la philosophie optimiste. Même s'il continue à dire que tout est bien, je pense que ce n'est pas parce qu'il y croit encore, hein, mais parce qu'il ne sait pas encore penser autrement. C'est une formule qu'il répète sûrement par habitude et surtout pour se préserver, pendant que la réalité le contredit de tous les côtés en fait. Et ce soit, ce petit mot, me montre que la croyance est déjà fissurée, même si elle n'est pas encore abandonnée complètement, hein. Encore une fois, heureusement que pour Candide, Kakombo garde toujours la tête sur les épaules, hein. C'est très important pour ce qu'il est en train de leur arriver maintenant. Alors, il lui dit de ne pas désespérer, puis il ajoute, j'entends un peu le jargon de ce peuple. Je vais leur parler. Ne manquez pas de leur représenter quelle est l'inhumanité affreuse de faire cuire des hommes et combien cela est peu chrétien. Parce que oui, Candide, oui, mais bien sûr, on est tous chrétiens sur cette terre. Parfois, tu as envie de continuer une histoire sans forcément devoir rester devant l'écran. Et justement, cette vidéo existe aussi en version podcast. Même histoire, même analyse, même ambiance. Le tout dans un format beaucoup plus facile à glisser dans ta journée. Tu peux donc d'ores et déjà continuer Candide dans les transports, en marchant, en rangeant, en te préparant ou simplement quand tu as envie d'écouter sans forcément devoir regarder. Rendez-vous sur Spotify, Apple Podcasts et partout ailleurs où tu écoutes déjà tes podcasts. Il te suffit de taper WOTALES. Encore une fois, WOTALES. Ici la capsule Candide de l'optimisme. Message publicitaire terminé. Retour à la mission principale. Cap sur les catastrophes de Voltaire. Alors Kakombo prend la parole. Messieurs, vous comptez donc manger aujourd'hui un jésuite ? C'est très bien fait. Rien de plus juste que de traiter ainsi ses ennemis. En effet, le droit naturel nous enseigne à tuer notre prochain, et c'est ainsi qu'on agit dans toute la terre. Si nous n'usons pas du droit de le manger, c'est que nous avons d'ailleurs de quoi faire bonne chère. Mais vous n'avez pas les mêmes ressources que nous. Certainement, il vaut mieux manger ses ennemis que d'abandonner aux corbeaux et aux corneilles le fruit de sa victoire. Mais messieurs, vous ne voudrez pas manger vos amis. Vous croyez mettre un jésuite en broche, et c'est votre défenseur, c'est l'ennemi de vos ennemis que vous allez rôtir. Pour moi, je suis né dans votre pays. Monsieur que vous voyez est mon maître, et bien loin d'être jésuite. Il vient de tuer un jésuite. Il emporte les dépouilles. Voilà le sujet de votre méprise. Pour vérifier ce que je vous dis, prenez sa robe. Portez-la à la première barrière du royaume de Los Padres. Informez-vous si mon maître n'a pas tué un officier jésuite. Il vous faudra peu de temps, hein. Vous pourrez toujours nous manger si vous trouvez que je vous ai menti. Mais si je vous ai dit la vérité, vous connaissez trop les principes du droit public, les mœurs, les lois, pour ne nous pas faire grâce. Je pense qu'ici, quand Kakombo parle du droit public, il parle en réalité du droit des gens. Et on a déjà parlé de cet ancêtre de notre droit international, cet ensemble de règles censées limiter la violence entre peuples. Voltaire nous a déjà montré que le droit des gens n'est jamais garanti. Mais c'est surtout un pari en fin de compte. Un pari sur la raison, les lois et le regard que les hommes portent sur eux-mêmes. Et donc, si on se tient à cette lecture, on comprend que le droit public ne protège pas parce qu'il est juste, mais il protège parce qu'il ne veut pas paraître comme injuste. Et pour Candide et Kakombo, ça marche. Étant donné que les Oreillons trouvent ce discours très raisonnable. Alors, ils envoient 2 notables pour aller en diligence s'informer de la vérité. Quand ils reviennent, ils confirment ce que Kakombo avait affirmé. Alors, on les détache, on leur fait toutes sortes de civilités. On va même jusqu'à leur offrir des filles. Parce que, qu'on le veuille ou non, mesdemoiselles, même si c'est nous qui donnons la vie, avec leur participation, ce monde
est fait par les hommes, pour les hommes. Bref, donc, en plus des filles, on leur donne aussi des rafraîchissements. Et ils sont ensuite conduits jusqu'aux confins de leurs États en criant avec allégresse: Il n'est point jésuite! Il n'est point jésuite! Et puis Candide se met à dire: Quel peuple! Quels hommes! Quelles mœurs! Si je n'avais pas eu la bonté de donner un gros coup d'épée au travers du corps du frère de mademoiselle Cunégonde, j'étais mangée sans rémission. Mais en même temps, j'ai envie de dire, Candide, si tu l'avais pas tué, tu serais peut-être jamais arrivé dans cette situation. Tu serais peut-être encore en train de vivre la vie d'Aloca avec ton beau-frère, comme tu aimes l'appeler, quoi. Donc, ouais, logiquement, là, moi, ce que j'attends de lui, c'est de dire, si je n'avais pas tué le frère de Cunégonde, je ne me serais jamais retrouvée dans cette situation-là. Je ne serais pas là en train de négocier et puis d'essayer de le convaincre de ne pas me manger parce que je serais en train de vivre la vie d'Aloca avec le jeune baron de Thunderton Trunk. Hein? C'est juste logique. Mais non, lui, il se dit qu'il a bien fait de l'avoir tué parce que s'il ne l'avait pas fait, il serait actuellement en train de servir de dîner pour les Orions. Alors qu'on peut voir les choses de mille manières différentes. Hein. S'il n'avait pas tué, il serait ailleurs. Candide poursuit en disant: Mais après tout, la pure nature est bonne, puisque ces gens-ci, au lieu de me manger, m'ont fait mille honnêtetés dès qu'ils ont su que je n'étais pas jésuite. Et Cacambo lui dit: Vous voyez que cette atmosphère-ci ne vaut pas mieux que l'autre. Croyez-moi, retournons en Europe par le plus court chemin. Comment y retourner et où aller? Si je vais dans mon pays, les Bulgares et les Avars y égorgent tout. Et si je retourne au Portugal, je suis brûlé. Si nous restons dans ce pays-ci, nous risquons d'être mangés à tout moment. Bon, en vrai, il n'a pas dit ça comme ça. Il a dit nous risquons à tout moment d'être mis en broche. Mais bon, vous avez compris. Mais comment se résoudre à quitter la partie du monde que mademoiselle Cunégonde habite? Alors, Cacambo propose de se tourner vers la Cayenne, parce qu'ils y trouveront sûrement des Français qui voyagent partout dans le monde. Et il lui dit qu'ils pourront les aider. Dieu aura pitié de nous, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Ils savent à peu près quel côté il faut marcher, mais des montagnes, des fleuves, des précipices, des brigands et des sauvages sont des obstacles terribles. Et en plus de ça, leurs chevaux finissent par mourir de fatigue. Donc plus de chevaux andalous qui avaient autrefois appartenu au grand inquisiteur. C'est finito, c'est la fin. Et leurs provisions s'épuisent très vite. Puis pendant tout un mois, ils se nourrissent que de fruits sauvages jusqu'à enfin arriver auprès d'une petite rivière bordée de cocotiers qui soutient leur vie et toutes leurs espérances. Et même si je l'ai déjà dit dans le passé, cette fois-ci c'est Voltaire qui nous dit que Cacambo donne toujours d'aussi bons conseils que la vieille. Et c'est pour ça qu'il dit à Candide: Nous n'en pouvons plus. Nous avons assez marché. J'aperçois un canot vide sur le rivage. Emplissons-le de coco. Jetons-nous dans cette petite barque, laissons-nous aller au courant. Une rivière mène toujours à quelque endroit. Si nous ne trouvons pas des choses agréables, nous trouverons du moins des choses nouvelles. Une fois dans la barque, ils avancent sur les rives qui changent sans arrêt, parfois couvertes de fleurs, parfois complètement sèches. Par moments, c'est plat, tranquille, puis d'un coup, ça devient escarpé, presque hostile. La rivière s'élargit de plus en plus, et puis soudain, la barque disparaît sous une énorme voûte de roche qui est immense et inquiétante et qui semble monter jusqu'au ciel. Et même s'ils n'osent pas s'y engager, ils n'ont pas le choix que de se laisser s'emporter avec le courant sous cette voûte. Mais à cet endroit-là, le fleuve se resserre brutalement. L'eau les emporte à toute vitesse dans un bruit assourdissant, presque effrayant. Et ce n'est qu'au bout de 24 heures qu'ils finissent enfin par revoir le jour. Sauf que leur canot se fracasse contre les écueils. Il faut se traîner de roche en roche pendant une lieue entière. Je ne sais pas ce que ça vaut, une lieue entière, mais pendant une lieue entière. Et je pense que le fait qu'on dise ça comme ça, une lieue entière, ça signifie sûrement que c'est beaucoup de temps. C'est peut-être toute une journée, mais on vient de dire 24 heures juste avant. Donc, est-ce que 24 heures équivaut à une lieue entière? Je ne sais pas, mais bon, je suis en train de partir en cacahuète. Restons concentrés, Mago. Je parle bien sûr pas de vous, mais de moi. Restons concentrés.
Puis enfin, il découvre un horizon immense, bordé de montagnes inaccessibles. On raconte que le pays est cultivé pour le plaisir comme pour le besoin, et que partout, l'utile est agréable. Les chemins sont couverts ou plutôt ornés de voitures d'une forme et d'une matière brillante, portant des hommes et des femmes d'une beauté singulière, traînés rapidement par de gros moutons rouges qui surpassent en vitesse les plus beaux chevaux d'Andalousie, ou même de Tatouan et de Méquinez, qui sont deux villes marocaines. Et Candide reconnaît tout de suite que ce pays vaut bien mieux que la Westphalie. Ils finissent par descendre au premier village qu'ils rencontrent. Ils aperçoivent des enfants du village couverts de brocarts d'or, tout déchirés, jouant au palais à l'entrée du bourg. Amusés par ces enfants, ils remarquent que les palais sont en fait de grosses pierres rondes de couleur jaune, rouge et verte. Et elles brillent d'une manière étrange, presque inhabituelle. Pris d'envie d'en ramasser quelques-uns, ils finissent par se rendre compte que c'est de l'or. Mais pas que. Il y a aussi des émeraudes et des rubis. Des pierres et des métaux tellement précieux que même le plus petit et le plus insignifiant aurait pu servir de plus bel ornement au trône du Mogol. Qui est ce Mogol? Je ne connais pas. Moi, personnellement, je ne connaissais pas et donc j'ai cherché, j'ai trouvé et voilà ce que j'ai trouvé. Alors, le trône du Mogol, c'est le trône de l'empereur d'Inde. J'ai oublié exactement quand, mais ça date, hein. Il fut un temps. C'est le symbole du luxe absolu, hein, ce Mogol. Il était considéré en Europe comme l'un des souverains les plus riches du monde entier. Et donc, même la plus petite de ces pierres serait assez précieuse pour décorer le trône d'un des souverains les plus riches du monde, connu par les Européens en plus, hein. Ça en dit long de ce qu'ils viennent de découvrir ici. Même Kakambo, avec toutes ses expériences et son vécu, se demande si ses enfants qui jouent au petit palais ne sont pas des enfants d'un roi, en fait, du roi du pays. Et c'est à ce moment précis que le magistère du village apparaît. Et les enfants arrêtent tout de suite de jouer. Il leur fait entrer dans l'école, mais ils ne prennent pas leur palais avec eux, donc ils laissent tout un peu traîner partout, hein. Puis j'imagine que Kondi chuchote à Kakambo en lui disant que cet homme doit sûrement être le précepteur de la famille royale. Ensuite, il ramasse tout, il court vers ce qu'il croit être le précepteur, alors que c'est juste un prof au final, un maître du village quoi. Il finit par le rattraper et lui donne humblement ces objets que les enfants ont oubliés. Par ce geste, il essaye de lui faire comprendre que leur Altesse royale ont oublié leur or et leurs pierres précieuses. Et c'est assez intéressant parce que malgré le fait que c'est un geste honnête et sincère, ça fait quand même sourire le magistère. Et à peine ces pierres précieuses mises dans sa main, il jette tout par terre, quoi. Il est tellement surpris qu'il regarde Candide un moment et sans rien dire, il continue son chemin. Et donc, quand même un peu choqué, Candide et Kakambo ramassent à nouveau l'or, les rubis et les émeraudes. Et c'est là que Candide demande: où sommes-nous? Il faut que les enfants des rois de ce pays soient bien élevés puisqu'on leur apprend à mépriser l'or et les pierreries. Kakambo est tout aussi étonné que lui. Alors, ce qui vient de se passer ici me fait énormément penser à la série Lucky. Je me souviens d'une scène similaire dans la saison 1, je crois, quand Lucky découvre des pierres de l'infini sur un bureau d'un fonctionnaire. Donc, dans Marvel, il existe 6 pierres de l'infini: espace, temps, réalité, pouvoir, esprit et âme. Et pendant longtemps, elles apparaissent comme des objets quasi mythiques, capables de plier les lois du réel. Et celui qui les veut, c'est Thanos. Il les collectionne parce qu'une fois réunis, elles lui donnent un pouvoir total, celui de remodeler l'univers d'un seul geste. Son objectif, c'est simple, hein. Ce qu'il veut tout simplement faire, c'est effacer la moitié de toute vie en pensant rétablir un équilibre, une certaine harmonie. Donc là, on a un objet précieux qui n'est pas précieux de par sa beauté, mais pour sa capacité à décider des destins des corps. Dans ce monde, Candide et Kakambo tombent sur de l'or et des pierres précieuses et ne comprennent pas tout de suite, et vous non plus si vous n'avez pas lu l'histoire, que là-bas,
Ça ne vaut rien. En fait, ça sert à jouer, c'est pour les enfants, c'est pour s'amuser. Ça a aucune valeur marchande en quelque sorte. En tout cas, c'est pas leur monnaie, c'est pas la monnaie du pays, c'est pas ça qui rend les gens riches. Dans la série Lucky, quand Lucky arrive dans la TVA, donc le tribunal de variation anacronyme, il découvre que les pierres de l'infini, ces objets capables de détruire ou de sauver des mondes, sont utilisés comme des simples presse-papiers. Il est choqué parce que pour lui, ces pierres sont sacrées et surtout mortelles. What? Infinity Stones? How do you have these? Oh, we actually got a lot of those. Some of the guys use them as paperweights. Mais dans la TVA, dans le tribunal de variation anacronyme, elles n'ont plus d'aura, plus de prestige et plus de pouvoir apparent. Parce que ce monde-là fonctionne avec des règles au-dessus de celui de son univers. En gros, ce que j'essaye de dire ici, c'est que ce qui est absolu dans un monde devient dérisoire dans un autre. Et la valeur n'est jamais dans l'objet, hein. Elle est dans le système qui l'entoure. Et c'est exactement ce que Candide vit dans ce monde. L'or qui fait la guerre en Europe devient un jouet d'enfant ailleurs. Ils finissent par s'approcher de la première maison du village, qui est construite comme un vrai palais européen. Puis une grande foule s'approche à l'entrée. Et en réalité, cet endroit n'est pas du tout un palais, hein, même si elle est construite comme ça, mais c'est un simple cabaret. On entend une musique très douce et une odeur délicieuse de cuisine remplit l'air. Cacambo s'approche de la porte et entend qu'on parle péruvien. Et ça tombe bien étant donné que c'est sa langue maternelle. Oui, Cacambo est né au Tucumán, dans un village où l'on parlait que péruvien. Et je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais aujourd'hui, Tucumán est en Argentine. Mais au XVIIIe siècle, l'Argentine n'existe pas encore, hein. À l'époque de Voltaire, toute cette région appartient à l'Empire espagnol. Et Tucumán dépend entièrement du vice-royaume du Pérou, un territoire immense qui ne correspond pas du tout aux frontières actuelles. Donc, quand Voltaire parle du Pérou, il ne parle pas du pays moderne. Il parle d'un grand ensemble colonial espagnol. Et quand le texte dit qu'on ne parlait que péruvien, si je ne me trompe pas, ce n'est pas une langue officielle appelée péruvien, mais probablement une langue indigène andine, comme par exemple le quechua. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les Européens utilisaient des mots assez vagues pour désigner ces langues. Et je pense que c'est important parce que ça montre que Cacambo ne vient pas simplement d'un monde espagnol. Il vient d'un espace métissé où l'espagnol n'est pas forcément la langue dominante. Et ça pourrait peut-être expliquer pourquoi il comprend tout le monde, pourquoi il parle plusieurs langues et pourquoi il devient le médiateur entre les mondes. En tout cas, grâce à cette nouvelle rassurante, Cacambo va servir d'interprète pour Candide encore une fois. Ce pays est d'emblée présenté comme une société où l'abondance est partagée et où le plaisir est collectif. En désignant cet endroit pourtant somptueux comme un simple cabaret, je pense que Voltaire renverse peut-être les hiérarchies européennes en suggérant qu'ici, le luxe, l'accueil, en plus de la joie de vivre, ne sont pas réservés qu'à une élite. L'accueil est immédiat, généreux et sans condition. Et rapidement, 2 garçons et 2 filles de l'hôtellerie, habillés de draps d'or, les cheveux retenus par des rubans, les invitent à s'asseoir à la table de l'hôte. Puis on leur sert 4 potages, chacun garni de 2 perroquets, un énorme contour bouilli pesant près de 200 livres et 2 singes rôtis, au goût excellent. Et je trouve ce détail assez absurde quand même. Surtout quand on sait qu'il y a seulement quelques pages de ça dans le livre. Candide a failli mourir, il a failli être rôti et mangé par les Oréons pour avoir tué 2 singes. Alors qu'ici, on lui sert 2 singes. On ne dit même pas des singes genre au hasard, on ne lui dit pas 1 singe, 3 singes. Mais juste le simple fait qu'on parle de 2 singes, sachant qu'il a déjà tué 2 singes pour le coup, et que ça soit présenté de cette manière-là, je trouve ça très très intéressant. Tout est dans les détails, les amis.
C'est quand même important et c'est quand même assez... Bah, tu peux pas en rigoler si tu vois pas le détail. Hein, c'est... Voltaire, hein. Mon ami, mon best friend. Et donc, bon, bah voilà, quoi. C'est peut-être un choc délibérément créé par Voltaire, qui sait. Comme si ce n'est pas l'acte qui est jugé, mais le contexte. Et que la morale, quand elle est appliquée sans comprendre le monde dans lequel on agit, ça peut devenir absurde ou même dangereuse, quoi. Donc ici, ça va, ailleurs, ça n'allait pas du tout. La démesure du repas, qui est volontairement excessive, souligne l'abondance sans rareté et tourne en dérision les banquets aristocratiques européens. 300 colibris dans un plat et 600 oiseaux-mouches dans un autre. Des ragoûts esquis, des pâtisseries délicieuses, le tout servi dans des plats d'une sorte de cristal de roche. Et là, encore une fois, je sais qu'il y a 2 secondes, je vais parler de détails, mais je suis désolée, les amis. Tout est dans les détails. Et je ne sais pas trop ce que ça signifie ou bien si Voltaire est juste gaga de tout ce qui est cristal de roche, si vous avez soulevé ce que j'ai soulevé. Mais comme j'ai dit, j'ai l'impression que j'ai déjà entendu ça quelque part et je suis sûre. Je sais que j'ai déjà entendu ça quelque part. Au Paraguay, chez le commandant et le frère de Cunégonde, quand il, lui et Candide se faisaient verser des boissons dans des gobelets de cristal de roche. Bref, les garçons et les filles de l'hôtellerie versent plusieurs liqueurs préparées à partir de canne à sucre. On nous dit ensuite que la plupart des convives sont des marchands et des voituriers. Et ils sont tous extrêmement polis. Donc des marchands et des voituriers en soi... c'est pas la royauté, c'est pas la haute noblesse non plus, hein. Là, on parle juste de gens ordinaires, quoi. Un voiturier et un marchand. C'est des businessmen ou oui, je dirais des businessmen. Je crois pas qu'il y a des businesswomen et je crois pas qu'on a cette perception au XVIIIe siècle de dire businesswoman. C'est très récent comme concept, donc on va rester sur le businessman. Bref. Et avec la plus grande discrétion, il pose quelques questions à Cacambo et répond aux siennes d'une manière qui le satisfait pleinement. À la fin du repas, Candide et son loyal serviteur tentent de payer en jetant sur la table de l'hôte 2 des larges pierres d'or qu'ils avaient ramassées tout à l'heure. Un geste qui plonge l'hôte et l'hôtesse dans un fou rire. Ils se tiennent carrément les côtes. Et une fois remis de leur fou rire, l'hôte tente d'expliquer à Candide que c'est bien clair pour eux que ce sont des étrangers et qu'ils n'ont vraiment pas l'habitude d'en voir. Hein. Puis il s'excuse d'avoir ri et ajoute qu'ils n'ont sûrement pas la monnaie du pays, mais c'est pas grave, hein, que ce n'est pas nécessaire d'en avoir pour dîner ici, étant donné que toutes les hôtelleries sont subventionnées par le gouvernement. Vous avez fait mauvaise chère ici, parce que ce n'est qu'un pauvre village, mais partout ailleurs, vous serez reçus comme vous méritez de l'être. En qualifiant ce festin plus que royal de simple mauvaise chère, l'hôte révèle une société où l'abondance est devenue la norme. Même la pauvreté n'y signifie plus la misère, mais seulement une différence de confort. Et n'oublions pas qu'ici, on parle péruvien, donc Cacambo traduit pour Candide l'ensemble des paroles de l'hôte et Candide les écoute avec la même admiration et le même égarement que son valet Mai allait lui rendre. Il devient bouleversé, il est à la fois admiratif et totalement désorienté. Il est encore incapable de penser qu'il existe un monde où la dignité humaine ne dépend ni de l'argent, ni de son rang. Ce qui est sûr, c'est que ce pays provoque en lui une profonde perte de repères. Et les deux finissent par se demander quel est donc ce pays inconnu au reste de la Terre et où toute la nature semble d'une espèce si différente de la nôtre. Candide répond que c'est sans doute le pays où tout va bien, parce qu'il faut absolument qu'il en existe un de cette espèce. Et quoi qu'en dise Maître Pangloss, je me suis souvent rendu compte que tout allait assez mal en Westphalie. Alors personnellement, je trouve que c'est ici que marque un vrai tournant dans la réflexion de Candide. Il ne semble plus répéter les paroles de Pangloss comme un perroquet. Tout comme Cunégonde dans la vidéo précédente, on peut voir qu'il continue à réfléchir à partir de ce qu'il a vécu. Et je dis continue parce que
En tout cas, il a commencé quand il a confronté le frère de Cunégonde, quand il lui a exposé l'idée de vouloir se marier avec sa sœur et qu'il a heurté un mur, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ajoute continue, ça c'est vrai. Il continue à réfléchir à partir de ce qu'il a vécu, c'est concret maintenant. Il ne dit pas que tout va bien partout. Il dit que s'il y a bien un pays où tout va bien, alors c'est une exception. Et surtout, il ose maintenant reconnaître que même la Westphalie, ce prétendu paradis sur Terre, n'allait pas si bien que ça en fin de compte. C'est une étape décisive. Certes, il n'est pas encore sorti de l'illusion, mais une chose est sûre, c'est qu'il semble avoir arrêté d'y croire aveuglement. Kakombo en profite pour lui poser des tas de questions. Et l'autre répond qu'il est un homme très ignorant. Qu'en plus de ça, il se porte très bien comme ça. Mais même s'il est ignorant et bien dans son ignorance, il les oriente quand même vers un vieillard du pays, retiré de la cour, qui est l'homme le plus savant du royaume et aussi le plus disposé à partager son savoir. Dans The Rings of Power, la série de la franchise Lord of the Rings, Sauron fait exactement l'inverse de ce qu'on voit ici. Il se présente comme quelqu'un de simple, presque ignorant, pour être conduit jusqu'à l'un des elfes les plus savants, Celebrimbor. Sauf que chez Voltaire, être orienté vers le savant, c'est un geste de partage. Le savoir n'est pas une arme. Là où chez Sauron, le savoir devient un levier de pouvoir, à manipuler et à détourner. C'est donc le même mouvement, aller vers le plus savant. Mais objectivement, ces deux mondes s'opposent. Chez Voltaire, le savoir libère, là où chez Sauron, il asservit. Bref, à ce stade de l'histoire, Candide ne tient plus que le second rôle et accompagne simplement son valet en fait, étant donné que, comme je vous l'ai déjà répété plusieurs fois, il n'arrive pas à communiquer comme bon lui semble. Ils finissent par entrer dans une maison très simple, ayant une porte faite que d'argent et les lambris des appartements sont faits d'or. Mais ces richesses sont travaillées avec un goût tellement parfait que les lambris les plus riches d'Europe ne sauraient les surpasser. La maison du vieillard, qualifiée de simple malgré l'or et l'argent, montre encore une fois que la richesse n'a plus de valeur symbolique ici. L'antichambre est incrustée que de rubis et d'émeraudes, mais l'ordre dans lequel tout est disposé compense largement cette extrême simplicité. C'est très intéressant, parce que tout est très luxueux, mais on parle d'extrême simplicité. Le vieillard savant les reçoit sur un sofa garni de plumes de colibri et leur fait servir des liqueurs dans des vases de diamants. Il leur apprend qu'il est âgé de 72 ans et qu'il a connu par son père, qui est aujourd'hui mort et qui a été écuyer du roi, les étonnantes révolutions du Pérou. Alors j'avoue qu'ici, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on peut tous être d'accord qu'on peut analyser plein de choses. Mais je vais seulement parler de l'âge de ce savant, que je trouve très intéressant. Voltaire précise que ce vieillard a 72 ans. Je ne trouve pas cette démarche innocente. Je pense que son âge lui donne une autorité fondée sur le temps, sur la mémoire et sur la transmission. Face au quartier de noblesse du baron, Voltaire oppose une autre noblesse, celui qui ne se prouve pas, mais qui s'est construite en vivant. Les 72 quartiers disent « je vaux par mon origine », alors que les 72 quartiers disent « je vaux parce que j'ai vu, parce que j'ai vécu ». Et pour moi, Voltaire choisit clairement son camp. Ce vieillard incarne une sagesse fondée sur l'expérience, loin des dogmes et du pouvoir. C'est un peu comme leur Yoda, pour ne pas dire qu'elle est brimbord tout le temps, donc c'est leur Yoda. À l'inverse de Pangloss qui parlait beaucoup et qui expliquait tout, mais ses idées n'ont protégé absolument personne. Là où le vieillard ne cherche pas à convaincre, il raconte, il transmet et bizarrement, ça suffit. Et donc c'est à travers ce vieillard que je pense que Voltaire esquisse une société où l'autorité est discrète, loin d'un optimisme aveugle, vous voyez ce que je veux dire. Il leur raconte que le royaume où il se trouve est l'ancienne patrie des Incas. Il y a fort longtemps, ils sortaient de chez eux de manière vraiment imprudente pour aller soumettre une partie du monde. Et forcément, ça s'est très mal terminé.
et ils ont fini par être détruits par les Espagnols. Les princes et leurs familles restés dans leur pays natal ont été bien plus sages. Et avec le consentement de toute la nation, ils ont décidé qu'aucun habitant ne quitterait jamais ce petit royaume. Et c'est justement cette décision qui leur a permis de conserver leur innocence et leur félicité. Ça me fait vraiment penser au Wakanda pour le coup, hein. Ce monde invisible, impénétrable, où tout va pour le mieux et en plus de ça, il y a beaucoup de trésors très similaires, hein. Quand on parle de vibranium, je pense qu'on peut trouver du vibranium nulle part sur Terre que dans le Wakanda. Et je pense qu'en rappelant la chute des Incas, Voltaire condamne explicitement la logique de conquête et de l'expansion. La sagesse de ce monde repose exclusivement sur un choix collectif et surtout radical, celui de l'isolement volontaire, dont le but d'échapper à la violence du monde, comme le Wakanda. Je pense que c'est un bon exemple qui nous montre que le mal n'est pas naturel, mais qu'il est le produit de beaucoup de décisions humaines. Et donc, de ce que je comprends, Voltaire nous dit ici que une société juste ne peut survivre qu'en renonçant à la domination et en acceptant ses propres limites. Puis le vieillard savant continue à leur expliquer que les Espagnols ont eu une connaissance confuse de ce pays et qu'ils l'ont appelé Eldorado. Il ajoute ensuite qu'un Anglais connu sous le nom du chevalier Raleigh s'en est même approché il y a environ 100 ans, je crois. Mais étant donné qu'ils sont entourés de rochers inaccessibles et des précipices, ils sont restés à l'abri de la rapacité des nations d'Europe, qui ont une fureur inconcevable pour les cailloux et pour la fange de leurs terres. Et pour s'en emparer, ces nations sont prêtes à tous les tuer jusqu'au dernier. La violence est clairement nommée, les gars. L'Europe tuerait jusqu'au dernier pour s'approcher de simples cailloux. Il n'y a aucune confusion, hein. Rien n'est ambigu. Voltaire dénonce simplement une civilisation prête à anéantir tout un monde pour satisfaire sa cupidité. Cette conversation va durer très longtemps. Et en plus de ce que je viens de vous dire, ça porte aussi sur la forme du gouvernement, sur les mœurs, les femmes, les spectacles publics et sur les arts. Puis enfin, Candide, qui conserve toujours un goût marqué pour la métaphysique, fait demander par Cacambo s'il existe dans ce pays une religion. Et à cette question, le vieillard rougit un peu. Comment donc pouvez-vous en douter? Est-ce que vous nous prenez pour des ingrats? Suite à cette réponse, Cacambo demande alors, avec humilité en plus, quelle est la religion d'Eldorado? Le vieillard rougit encore une fois. Il n'a pas l'air de bien comprendre. Alors, il leur répond, peut-il donc en exister deux religions? Puis il poursuit en disant qu'ils ont en tout, d'après ce qu'ils croient, la religion de tout le monde. Ils adorent Dieu du soir jusqu'au matin. Et Cacambo, qui sert toujours d'interprète ou doute de Candide, lui demande s'il n'adore qu'un seul Dieu. Apparemment, il n'y a ni deux, ni trois, ni quatre. Je vous avoue que les gens de votre monde posent des questions bien singulières. Candide, qui ne se lasse pas de questionner ce bon vieillard, veut savoir comment on prie Dieu dans le pays d'Eldorado. Et le sage lui répond qu'il ne le prie pas, puisqu'ils n'ont rien à lui demander. La réalité, c'est qu'il leur a donné tout ce qu'il leur faut, et l'objectif maintenant, c'est de le remercier sans cesse. Candide, tellement poussé par sa curiosité, veut voir des prêtres. Et quand on demande au vieillard où est-ce qu'on peut les trouver, il sourit. Et à mon avis, le sourire du vieillard révèle quand même l'absurdité d'une religion fondée sur des intermédiaires et des institutions. Et je pense que ce que Voltaire propose ici, c'est une spiritualité sans clergé, sans peur et sans marchandage avec Dieu. Mes amis, nous sommes tous prêtres. Le roi, comme tous les chefs de famille, chante chaque matin des cantiques d'action de grâce de manière solennelle. Et 5 ou 6 000 musiciens les accompagnent. Quoi? Vous n'avez point de moines qui enseignent, qui disputent, qui gouvernent et qui cabalent, et qui font brûler les gens qui ne sont pas de leur avis? Il faudrait que nous fussions fous. Nous sommes tous ici du même avis. Et nous n'entendons pas ce que vous voulez dire par vos moines. Complètement sur le cul, il se dit,
Ceci est bien différent de la Westphalie et du château de Monsieur le Baron de Thunderton Trunk. On pourrait penser que Candide se moque de Pangloss quand il dit tout ça, mais à mon avis, ce qu'il fait ici, c'est bien plus que juste se moquer de lui, hein. Il le dépasse totalement. Il comprend que le meilleur des mondes possibles n'existe que pour ceux qui n'ont rien à comparer. Il devient évident pour lui qu'il faut voyager, parce que raisonner ne suffit pas du tout. Et le fait de voyager devient une nécessité intellectuelle, un moyen de confronter ses idées apprises à la réalité du monde, tout simplement. Dès que l'homme voyage, il découvre que les normes sont relatives au final, hein, et que le mal n'est pas du tout une fatalité universelle. Donc, après cette longue conversation, le bon vieillard fait atteler un carrosse tiré par 6 moutons. Vous vous souvenez de ces moutons-là qui vont plus vite que les meilleurs chevaux d'Andalousie. Bref, donc tiré par 6 moutons. Puis il confie à Candide et Cacambo 12 de ses domestiques chargés de les conduire jusqu'à la cour. Puis il leur dit « Excusez-moi si mon âge m'empêche d'avoir l'honneur de vous accompagner. » Et il leur assure que le roi les accueillera d'une manière qui ne seront pas déçus. Et vous pardonnerez sans doute aux usages du pays s'il s'en trouve quelques-uns qui vous déplaisent. Une fois montés en carrosse, les 6 moutons volent presque. Et en moins de 4 heures, ils arrivent au palais du roi, qui se trouve à l'une des extrémités de la capitale. Le portail s'élève à 220 pieds de hauteur et à 100 pieds de largeur. On nous dit qu'il est impossible d'exprimer de quelle matière il est fait, mais on comprend quand même combien cette matière devait surpasser ces cailloux et ce sable qu'on appelle or et pierreries. Et puis, au moment où ils descendent du carrosse, 20 jeunes filles appartenant à la garde les reçoivent et les conduisent au bain. Ensuite, elles les habillent de robes faites d'un tissu de duvet de colibri. Ensuite, les grands officiers et les grandes officières de la couronne les mènent jusqu'à l'appartement de Sa Majesté. Ils avancent au milieu de 2 rangs composés chacun de 1000 musiciens. Et c'est en s'approchant de la salle du trône que Cacambo finit par demander à l'un des grands officiers comment il convient de saluer Sa Majesté. Il ne sait pas s'il faut se jeter à genoux, se coucher ventre à terre, poser les mains sur la tête ou sur le derrière, ou bien lécher la poussière de la salle. Bref, quelle est la cérémonie à observer? Le grand officier lui répond que l'usage est simplement de l'embrasser des 2 côtés. Le roi les reçoit avec toute la grâce imaginable et les invite poliment à souper. Mais en attendant de pouvoir manger, on leur fait visiter la ville. Ils découvrent les édifices publics élevés jusqu'aux nues, les marchés ornés de 1000 colonnes, les fontaines d'eau pure et les fontaines d'eau rose, sans oublier celles de liqueur de canne à sucre qui coulent sans arrêt sur des grandes places pavées d'une sorte de pierrerie qui répand une odeur semblable à celle du girofle et de la cannelle. Et juste après, il demande à voir la cour de justice et le parlement. Mais on lui répond qu'il n'y en a pas et qu'on ne plaide jamais. Alors, est-ce qu'il existe des prisons? On lui répond que non, il n'y a pas de prison au Eldorado. Mais si ça c'est choquant, il est encore plus choqué quand il découvre le palais des sciences. Il y voit une galerie longue de 1000 pas, entièrement remplie d'instruments de mathématiques et de physique. Ce qui donne le plus de plaisir à Candide, c'est cette place centrale accordée aux sciences. Voltaire ne décrit pas une bibliothèque, mais une galerie d'instruments. Parce que je pense que la vérité chez lui ne se proclame pas, mais elle se mesure et se vérifie. Ce détail me rappelle beaucoup Micromégas, un autre de ses œuvres que je vais bientôt vous raconter, bien sûr, donc on ne va pas trop élaborer, mais ça me fait bien penser à Micromégas. À Eldorado, la raison n'est pas un discours, c'est une méthode. Et cette méthode rend le fanatisme inutile, étant donné que la connaissance remplace la peur. Et après cette longue exploration d'environ 1/1000 partie de la ville, on les ramène chez le roi. On n'a jamais autant mangé et jamais l'intelligence et la finesse n'avaient autant accompagné un souper que sous la conduite de Sa Majesté. Ils vivent dans cet hospice et de cette manière, profitant de tout ce que Eldorado peut offrir pendant 1 mois entier. Et pendant tout ce temps, Candide n'arrête pas de dire à Cacambo
Il est vrai, mon ami, encore une fois, que le château où je suis né ne vaut pas le pays où nous sommes. Mais enfin, mademoiselle Cunégonde n'y est pas. Et vous avez sans doute quelques maîtresses en Europe. Si nous restons ici, nous serons que comme les autres. Tandis que si nous retournons dans notre monde, seulement avec 12 moutons chargés de cailloux d'Eldorado, nous serons plus riches que tous les rois ensemble. Nous n'aurons plus d'inquisiteurs à craindre et nous pourrons aisément reprendre mademoiselle Cunégonde. Alors, primo, je pense que son histoire d'inquisiteur, ça ne concerne que lui. Hein. Kakombo, il a tué personne et donc il n'a pas d'inquisiteur à ses trousses. C'est une affaire de Candide. Hein. Alors, ce qui m'intéresse surtout ici, c'est la psychologie de Candide que je trouve fondamentale. Le voilà qui a compris qu'Eldorado est supérieur au monde qu'il a connu. Mais il ne peut pas y rester parce que Cunégonde n'y est pas. Ou du moins, c'est ce qu'il nous dit. Mais c'est surtout parce que rester ici serait accepter l'égalité. En voulant partir avec tous ces trésors, en fait, Candide, sans même s'en rendre compte, j'imagine, il fait exactement ce que le vieux sage d'Eldorado annonçait. Il transforme un monde juste en réserve de richesse, sans la méchanceté et la violence de ses semblables, hein, mais tout en restant profondément européen. Et ce discours plaît à Kakombo. Puis on nous dit quelque chose de très intéressant. Et je ne veux pas vous mentir, j'ai aucune idée de qui est réellement en train de nous parler ici. Est-ce que c'est Kakombo ou bien est-ce que c'est Voltaire qui nous parle en direct? En tout cas, on nous dit qu'on aime trop courir le monde, qu'on aime trop rentrer chez les siens, se faire valoir, faire parade de ce qu'on a vu et de ce qu'on a vécu. Mais que, quoi qu'il en soit, les deux heureux prennent une décision qui paraît totalement absurde. Ils décident de ne plus l'être et demandent leur congé au roi. C'est très étrange quand même que Candide et Kakombo décident de ne plus être heureux, malgré les preuves et leur joie présente, hein, confirmant que le bonheur existe bel et bien. Sauf que l'homme ne le supporte pas, hein, sous prétexte qu'il veut bouger, raconter, briller et être admiré ou même idolâtré pour ses possessions. Hein. Donc, ce qui motive leur départ, ce n'est pas la nécessité. Je ne pense même pas que ce soit parce que Cunégonde manque autant à Candide ou que Kakombo a une chérie quelque part en Europe. Hein. Je pense que c'est surtout l'orgueil social. Ils veulent rentrer chez les siens avec une histoire, une preuve et une supériorité. Et donc, Eldorado ne peut suffire que s'il devient un trophée. Le roi les regarde et il tranche. Il ne mâche pas ses mots. Il ne va pas par quatre chemins. Il leur dit clairement et sans bégayer, vous faites une sottise. Je sais bien que mon pays est peu de choses, mais quand on est passablement quelque part, il faut y rester. Je n'ai pas le droit de retenir des étrangers. Ce serait une tyrannie. Et ce n'est ni dans nos mœurs, ni dans nos lois. Tous les hommes sont libres. Partez quand vous voudrez. Mais la sortie est bien difficile. C'est très intéressant parce qu'en Eldorado, retenir un étranger serait une tyrannie. La morale et la loi vont dans le même sens. Et la dernière phrase referme le piège. Partez quand vous voudrez, mais la sortie est bien difficile. C'est comme si Voltaire disait, on peut quitter l'idéal. Personne ne vous en empêche. Mais il faut avoir la force de descendre la montagne. Hein. Eldorado ne retient pas les hommes. Ce sont les hommes qui ne savent pas rester. Et puis le roi poursuit. Il est impossible de remonter la rivière rapide. Celle par laquelle vous êtes arrivé comme par miracle file sous des voûtes de rochers. Les montagnes qui entourent tout mon royaume ont 10 000 pieds de hauteur, droites comme des murailles, chacune large de plus de 10 lieues. On ne peut en descendre que par des précipices. Et pourtant, puisque vous vouliez absolument partir, je vais donner ordre aux intendants des machines d'en construire une pour vous transporter commodément. Quand on vous aura conduit de l'autre côté des montagnes, personne, et je dis bien personne, non c'est moi qui ajoute, mais il dit personne pourra vous accompagner. Mes sujets ont fait vœu de ne jamais sortir de leur enceinte et ils sont bien trop sages pour rompre leurs vœux. Demandez-moi d'ailleurs tout ce qui vous plaira. C'est donc à ce moment que Kakombo prend la parole. On ne demande à votre majesté que quelques moutons chargés de vivres
de cailloux et de la boue du pays. Quand il entend ça, il se met à rire. Je ne conçois pas quel goût vos gens d'Europe ont pour notre boue jaune, mais emportez autant que vous voudrez, et grand bien vous fasse. Et comme promis, il ne perd pas de temps et ordonne à ses ingénieurs de construire une machine pour hisser ces deux hommes extraordinaires hors du royaume. Et on apprend que 3000 bons physiciens travaillent dessus. Et grâce à leur expertise, la machine est prête en seulement 15 jours. Sans parler qu'elle ne coûte pas plus de 20 millions de livres sterling. Alors 20 millions de livres sterling en 1759, date à laquelle Candide a été publié. Sa valeur en pouvoir d'achat aujourd'hui en 2026, ça fait environ 5 milliards de livres sterling. Je me suis demandé pourquoi est-ce que Voltaire parle de livres sterling en Eldorado. Mais je ne sais pas s'il y a une réelle explication à ça, hein. Peut-être que le but ici est de donner une couleur anglo-saxonne à cette utopie, mais même ça n'a pas vraiment de sens pour moi. Quand je pense à une utopie, je ne pense pas du tout à la Grande-Bretagne, hein. Mais je pense qu'il faut quand même se l'avouer que Voltaire avait quand même une petite fascination pour le monde anglo-saxon. Il suffit de voir qu'il consacre une lettre entière à Francis Bacon, un philosophe qui est aussi un ancien lord chancelier de la Grande-Bretagne. Et du côté du théâtre anglais, Voltaire joue un rôle essentiel en faisant découvrir William Shakespeare au public français. Comme par exemple dans la lettre sur la tragédie, sans parler de sa traduction d'un extrait très célèbre de Hamlet. To be or not to be, that is the question. Mais ce qui est vraiment malin, c'est qu'il précise lui-même que sa traduction ne donne qu'une faible image de l'original. Et rien que ça suffit à piquer la curiosité et aussi à déclencher la polémique du théâtre classique français, hein. Le fait que Voltaire ose introduire Shakespeare, un auteur qui brise toutes les règles, et en plus de ça, en traduisant Hamlet, il remet en cause l'idée que le génie doit forcément obéir aux normes françaises, considérées comme l'excellence absolue. Bref, revenons à notre histoire. Donc, on met Candide et Cacambo dans la machine nouvellement construite, et avec eux, 2 gros moutons rouges scellés et bridés pour leur servir de monture quand ils auraient franchi les montagnes. 20 moutons de bas chargés de vivres, 30 portent des présents de ce que le pays a de plus curieux et 50 sont chargés d'or, de pierreries et de diamants. Ensuite, le roi embrasse tendrement ces 2 vagabonds. Et je me suis demandé si Voltaire les appelle des vagabonds dans le but de les rabaisser. Ou bien c'est peut-être pour nous montrer que dans une société juste, même un roi peut embrasser des errants, sans hiérarchie et sans mépris. En plus de nous montrer que la tendresse n'affaiblit pas le pouvoir, il nous montre surtout qu'elle prouve qu'il est juste. Puis un magnifique spectacle est organisé en célébration de leur départ. Après la fête, on les hisse avec leurs moutons au haut des montagnes. Sur le chemin, Candide n'a qu'une idée, retrouver Cunégonde et lui montrer ses moutons. Alors perso, j'ai comme l'impression que inconsciemment, Candide cherche encore à se rendre enfin légitime. Évidemment pas avec des quartiers, mais avec de l'or, des diamants, etc. Toute cette richesse, quoi. Et j'ai l'impression que ça le rassure, parce qu'en étant riche, c'est que maintenant qu'ils se sont enfin prêts à la retrouver. Avant, c'était lamentation sur lamentation. Je ne pourrai jamais la retrouver. C'était la fin pour lui. Pour lui, c'était impossible qu'il la retrouve un jour. Alors que maintenant, il a quand même redécouvert une certaine assurance. Cette richesse lui fait pousser des ailes en quelque sorte. Et on dirait aussi qu'il a carrément oublié qu'il a tué le baron, hein. Je ne l'ai pas entendu même une seule fois se préoccuper de ce qu'il a fait, hein, ni de ce qu'il dira à Cunégonde au sujet de son frère et de ce qu'il en a fait. Et je pense que le seul moment où il a montré qu'il regrettait vraiment, c'était sa réaction immédiate. En tout cas, là, en ce moment, il croit encore que la valeur, la légitimité et l'amour peuvent se sécuriser par un capital. L'or devient une façon de compenser ce qu'il n'a pas. Et je dis bien or, on est bien d'accord qu'il a des émeraudes et tout ça, mais pour faire simple, on va juste dire l'or, ok? Puis il propose de marcher vers la Cayenne.
Comme si Kakambo n'avait pas déjà proposé cette idée avant que les deux se soient retrouvés par inadvertance dans le pays d'Eldorado en essayant de fuir le monde réel, quoi. Ils ne pouvaient pas aller en Allemagne parce que les Avars et les Bulgares y égorgent tout. Ils ne pouvaient pas aller au Portugal parce qu'il avait peur justement d'une auto-da-fé et pour le coup de se faire brûler. Et il ne pouvait pas aller à Buenos Aires non plus parce qu'il est pourchassé là-bas aussi. Et donc, Kakambo lui avait proposé de marcher vers la Cayenne. Et maintenant, monsieur, il est là en train de dire « Oh, je propose de marcher vers la Cayenne », comme s'il sait où il va. Déjà qu'à la base, il ne savait pas où ils allaient avant. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés au Eldorado. Mais bon, bref, donc ils proposent de marcher vers la Cayenne, de s'embarquer et qu'ils pourront par la suite décider quel royaume ils pourront acheter. Oh, alors là, les gars, on est entré dans un territoire de riches. On n'est pas juste un petit peu riche, hein. Là, c'est la richesse haut de gamme. On est plus riche que riche. Ça, c'est plus riche que Bill Gates, c'est plus riche que Elon Musk. Ça, c'est de la richesse comme on n'en a jamais vu. Décider quel royaume ils pourront acheter. Et justement, les gars, on est arrivé à un moment dans l'histoire où on parle d'une certaine richesse qui dépasse tout entendement. Et il est vrai qu'aujourd'hui, des gens très très riches ont acheté des îles, des hommes de pouvoir qui vivent dans l'ombre comme Jeffrey Epstein. Il avait aussi une île. J'ai même vu une vidéo où il était en train de dire voici, c'est quoi ça? Il a dit quoi? Ma piscine? En train de montrer son île. Voici ma piscine ici, personne n'a le droit de débarquer. La première journée est plutôt agréable. Encouragé par l'idée de se voir possesseur de plus de trésors que l'Asie, l'Europe et l'Afrique réunies ne peuvent rassembler. Candide, totalement transporté par toutes ces idées, écrit le nom de Cunégonde sur tous les arbres. C'est un peu décrit comme de l'amour naïf, mais c'est aussi d'une certaine façon l'enfantillage de Candide. Et puis, boum! À leur deuxième journée, 2 de leurs moutons s'enfoncent dans des marais et sont abîmés avec leur charge. Ça part en cacahuète. Et seulement quelques jours après, 2 autres moutons meurent de fatigue. Puis 7 ou 8 finissent par aussi perdre la vie, quoi. Mais cette fois-ci, affamés dans un désert. Alors que d'autres tombent au bout de quelques jours dans des précipices. Ce que je trouve très intéressant ici, c'est que Voltaire ne dit pas qu'ils périssent ou qu'ils se noient ou même qu'ils meurent tragiquement. Ce qu'il dit, en tout cas au début, c'est qu'ils sont abîmés avec leur charge, mais ils sont abîmés. C'est presque un mot qu'on utiliserait pour un objet cassé, comme si on parlait d'une marchandise endommagée. Et c'est peut-être justement ce qui est recherché, hein, créer un effet ironique. Parce que dans cette œuvre, les catastrophes sont souvent racontées avec une distance froide, presque administrative. En tout cas, on peut constater qu'ici, on ne dramatise pas, on constate. Les moutons ne sont pas des êtres vivants qui souffrent, ils deviennent une perte économique. Et ça renforce l'absurdité du monde et le décalage permanent entre la gravité des événements et la manière presque banale dont ils sont racontés. Voltaire transforme cette aventure en comptabilité de la ruine. Ce n'est pas une scène héroïque. Il dresse une liste froide, presque administrative encore une fois. 2, 7 ou 8, puis on parle des autres. Ça a l'air tellement détaché. Le rythme des chiffres remplace l'émotion, comme si la catastrophe était normale, mécanique ou même quotidienne. Il y a aussi une chute symbolique très nette, étape par étape, comme une descente vers la réalité en quelque sorte. D'abord le marais, puis la boue et enfin l'enlissement. La richesse d'Eldorado s'y dissout littéralement. Le trésor retourne à la boue, comme s'il n'avait jamais eu de valeur. Et là, je peux pas m'empêcher que de faire un petit lien biblique. Dans la Genèse, on a cette phrase célèbre « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». Et ici, j'ai comme l'impression que Voltaire met ça en scène, mais à sa manière, quoi, à sa sauce. La richesse d'Eldorado, qui semblait miraculeuse, retourne littéralement à la terre. Et ce n'est pas seulement l'or qui retourne à la boue, hein. Ce sont aussi les corps qui lâchent. Et dans ce cas précis, c'est les moutons qui meurent de fatigue, de chute et de faim.
comme pour nous rappeler que le monde n'est pas gouverné par des idées, mais par des limites physiques. Eldorado était l'abondance, mais ce voyage ne produit que l'inverse, pénurie et vide. Ils sont sortis du paradis avec beaucoup de trésors, mais ce qui leur manque là en ce moment, c'est les choses élémentaires, hein. Des choses comme manger, boire et tenir. Et enfin, les précipices. C'est la fatalité brutale, sans explication. Le monde réel n'a pas de justice, pas de pédagogie. Tout peut se terminer d'un seul coup, par un simple faux pas. Candide voulait tout convertir en prix, en achat et en solution. Alors Voltaire a répondu par un inventaire où la richesse ne sert absolument à rien parce que la réalité ne se laisse tout simplement pas acheter. Finalement, après 100 jours de marche, il ne leur reste plus que 2 moutons. Et là, Candide dit à Cacambo, « Mon ami, vous voyez comme les richesses de ce monde sont périssables. Il n'y a rien de solide que la vertu et le bonheur de revoir mademoiselle Cunégonde. » Alors ici, j'ai envie de dire que Candide a raison, mais il a aussi tort, hein. Certes, il comprend enfin que les richesses sont périssables, mais il déplace encore son besoin absolu. Nous y voilà. Après le tout est bien, voici le tout sera bien quand je retrouverai mademoiselle Cunégonde. Et Voltaire nous montre que la sortie de l'illusion ne se fait jamais d'un coup. Elle se construit, illusion après illusion, jusqu'au moment où il ne reste plus qu'une chose à faire. Vivre, travailler et arrêter d'attendre le bonheur ailleurs. Cacambo lui répond qu'il a raison, mais il lui fait quand même remarquer qu'il leur reste encore 2 moutons avec plus de trésors que n'en aura jamais le roi d'Espagne. Ce qui est quand même assez drôle pour moi, c'est que c'est un peu le glissement de la situation. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez bien, mais à Eldorado, ils comparaient les trésors à ceux du souverain indien pour montrer que la richesse ne vaut rien. Et même en quittant le paradis, ils se croyaient déjà plus riches que tous les souverains réunis. Alors qu'ici, ils ont presque tout perdu. Ils se consolent en disant que ces 2 moutons valent encore plus que le roi d'Espagne. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'en voyant leur richesse diminuer drastiquement en plus de ça, ce qui a changé, c'est surtout leur position. Et je pense que ce qui change encore plus profondément, c'est leur regard. Et Voltaire montre à quel point, une fois qu'on en est sorti, il devient difficile de rester fidèle à Eldorado. Ils finissent enfin par voir une ville au loin. Cacambo lui dit que c'est sûrement Suriname, le pays des Hollandais. Nous sommes au bout de nos peines et au commencement de notre félicité. En s'approchant de la ville, il rencontre un nègre. Alors, au XVIIIe siècle, en français, nègre sert couramment à désigner une personne noire, très souvent dans un contexte directement lié à la traite et à l'esclavage, au point que dans plusieurs dictionnaires d'ancien régime, le mot est rapproché du sens d'esclave noir. Donc, ce n'est pas juste une description neutre de couleur, hein. Le terme est déjà pris dans une hiérarchie coloniale, économique et racialisée. C'est pour ça que pour moi, on est déjà face à une forme de racisme, hein. Bien sûr, pas encore théorisée comme au 19e siècle, mais déjà très réelle, très violente et surtout institutionnelle. Bref, le nègre est étendu par terre. Il n'a plus qu'un caleçon de toile bleue. Et en plus de ça, ce pauvre homme n'a plus de jambe gauche ni de main droite. L'aspect de cet individu pousse Candide à dire en hollandais « mon Dieu, que fais-tu là, mon ami, dans l'état horrible où je te vois ?» J'attends mon maître, monsieur Vanderdendure, le fameux négociant. Alors c'est bien la première fois que Voltaire nous fait savoir que Candide sait parler hollandais. Et logiquement, je ne pense pas que ça soit un détail neutre, hein. J'avais presque oublié qu'il avait vécu en Hollande pendant un moment et que, si je ne me trompe pas, c'est bien en Hollande qu'il avait rencontré l'anabaptiste Jacques et où il a aussi retrouvé Pangloss. Quoi qu'il en soit, le fait qu'il parle hollandais, ça inscrit cette scène dans un espace colonial précis, régi par des Européens, leur langue, leurs lois et leurs marchés. Contrairement à ce qu'on dit être l'origine de la barbarie, Voltaire ici nous fait comprendre que la barbarie n'est pas extérieure à l'Europe. Elle est organisée,
administrée et financée par elle. Et la réponse du nègre est encore plus terrible que la mutilation elle-même. Il n'appelle pas la révolte. Il n'appelle pas la justice. Il dit tout simplement « J'attends mon maître ». Comme si la violence avait fini par coloniser son intérieur. Le corps est cassé et l'horizon mental aussi. L'attente devient normale. Je pense qu'on peut facilement faire un parallèle direct entre la vieille et cet esclave mutilé, hein. Dans les deux cas, Voltaire ne raconte pas seulement la souffrance, il montre ce qu'il en reste. La vieille n'a plus qu'une fesse, l'esclave n'a plus qu'un bras et une jambe. La vieille et l'esclave racontent la même chose, avec des corps différents. Il ne leur reste plus qu'une partie d'eux-mêmes. Leurs corps sont incomplets, fragmentés et seulement réduits à ce qu'ils peuvent encore servir. La violence ne les a certes pas tués, mais elle les a laissés vivre amputés. Et ce qui est le plus terrible, c'est que ni l'un ni l'autre ne se révoltent. La mutilation est devenue une condition normale du monde. Voltaire ne montre pas la barbarie comme un excès, mais il la montre comme le système qu'il est. Et à ça, Candide lui demande si c'est ce monsieur vendeur d'ordures qui lui a traité comme ça. « Oui, monsieur, c'est l'usage. » Puis il continue à lui expliquer qu'on leur donne un caleçon de toile pour tout vêtement 2 fois par an. Rien d'autre. Nada, niet. Et quand ils travaillent aux sucreries et que la meule les attrape le doigt, écoutez, la solution est simple. On leur coupe la main. Et quand ils veulent s'enfuir, on leur coupe la jambe. Et étant donné son état physique, on peut tous faire 1 + 1 = 2, parce que malheureusement pour lui, il s'est retrouvé dans les 2 cas. Puis il finit par lui dire quelque chose de très, très fort. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Prenez un peu de temps pour disséquer tout ça, parce que je pense que Voltaire arrache le masque du commerce ici. Il nous montre son vrai visage, la mutilation. Le mot-clé, c'est l'usage. C'est un mot qui normalise l'horreur et qui nous dit clairement que ce n'est pas un accident. C'est une règle, un système, une procédure. Voltaire fait aussi parler la violence comme un règlement intérieur. 2 fois dans l'année, on leur donne un caleçon. Donc, le strict minimum pour maintenir un corps au travail. 0 dignité, 0 humanité. Juste une logistique. Puis, il enchaîne sur 2 mécanismes de domination. Le travail et la fuite. Si la machine attrape, on coupe. Si le corps tente de s'en sortir, on coupe aussi. La meule est un détail essentiel. Parce qu'en reliant l'esclavage à la mécanique, au rendement et à l'industrie, Voltaire sous-entend que ce n'est pas seulement la cruauté d'un maître, mais c'est l'économie entière qui tourne et qui broie. Puis c'est comme si tout d'un coup, on devenait acteur de cette histoire. Comme si il se retournait vers nous, et plus vraiment vers Candide, même si c'est à lui que s'adresse ce pauvre homme, quoi. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Alors, si vous me permettez bien, je pense qu'ici, on peut faire un lien avec un autre personnage. Donc, tout à l'heure, on a fait le lien avec la vieille et ce pauvre esclave mutilé. Et ici, avec ce qu'il vient de dire, c'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Je pense qu'on peut facilement faire le lien avec Pangloss, qui lui aussi avait eu un corps abîmé par une maladie ramenée en Europe. Donc certes, c'est pas comme l'esclave, Pangloss n'était de 1 pas un esclave, et de 2, il n'était pas mutilé parce qu'il avait fait quelque chose de mal. En fait, il est tombé malade, et puis son corps s'est détérioré et a été abîmé par cette maladie ramenée en Europe en résultat de ces colonisations de territoires. Il a attrapé la syphilis, si vous vous en souvenez bien. Et son corps était abîmé et détruit de l'intérieur comme à l'extérieur. Et malgré ça, il a continué à expliquer le monde, comme si la théorie tenait encore. C'est lui qui parlait de sacrifices nécessaires pour que l'Europe puisse jouir de sucre, du chocolat et de la cochonille.
comme si la souffrance des autres était un simple rouage du système. Mais ici, Voltaire fait tomber le masque. Ce n'est plus juste une idée, c'est un corps amputé qui parle. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Laissez ça mariner un peu dans votre cerveau. Parce que, encore une fois, je ne pense pas que ça soit adressé à Candide. C'est nous qu'il vise. Comme si Voltaire disait, et je sais que c'est très mal tourné, mais voilà, c'est quand même mon analyse. Hein. Je sais qu'on n'est pas coupable, que c'est pas nous qui décidons de ce qu'on veut pas, bah, on nous impose. Et puis, suivant nos goûts, on achète ou on n'achète pas. Parce que personnellement, moi, je suis d'avis qu'on ne peut que consommer ce qui est disponible pour nous. Et donc, on ne peut pas vraiment dire que nous, on veut ça, nous, on veut ça, nous, on veut ça. Non, ça, c'est des choses qu'on nous introduit et on devient accro, on achète encore et encore et encore et ça devient une habitude et on a l'impression qu'on ne peut pas vivre sans. Donc, ce n'est pas vraiment le consommateur qui décide, mais c'est plutôt la personne qui le met en face de lui pour lui dire « achète ». Et je ne parle pas de la deuxième ou de la troisième personne qui reçoit l'objet en question ou bien la marchandise en question pour vendre. Je parle de celui qui a l'intention à ce que ça circule. Bref, comme je disais, donc, ce n'est pas Candide qu'il vise, mais nous. Un peu comme s'il nous disait que tu savoures, donc tu participes. Et c'est ça le plus violent. Pangloss, même mutilé, continuait à justifier, alors que l'esclave, qui est aussi mutilé, ne justifie strictement rien. Il est en première ligne. Il est directement concerné par cette colonisation. Donc, il constate. Nous voilà présentés avec deux corps abîmés qui ont deux paroles opposées. Le contraire, c'est vraiment la pluie et le beau temps en ce qui concerne la comparaison qu'on a fait tout à l'heure avec la vieille et justement l'esclave mutilé. Il y avait quand même des choses qui les reliaient. Ils racontaient la même histoire avec des corps différents. On a toujours les mêmes corps différents. Mais la parole, les mots qui sortent de leur bouche sont totalement opposés. Ici, Pangloss explique le système là où l'esclave nègre en est la preuve. Et là, tout se referme. Le sucre devient un symbole parfait. Quelque chose de doux, de banal et de quotidien. Par contre, derrière ce goût, il y a la jambe, il y a la main et surtout, il y a le sang de ceux qui n'ont pas survécu. Ceux qui ne se sont pas sortis. Ceux à qui la main et la jambe n'ont pas suffi. Ceux qui ont quand même tout fait et qui se sont retrouvés avec leur vie totalement perdue. Donc, il est tout à fait possible que ce soit une manière pour Voltaire de construire une chaîne de responsabilité. Et tout d'un coup, ce n'est pas seulement Vanderdondur qui en est la cause, mais c'est un système où le confort européen est un coût invisible et ce coût est payé par des corps brisés. Alors vous savez, j'aime bien me recentrer de temps en temps sur notre époque et je ne vais pas trop m'étendre, mais si je peux donner un exemple similaire à cette situation, je parlerai d'un endroit, d'un pays que j'ai déjà cité dans la première vidéo, je pense, non, dans la vidéo précédente. Et vous savez quoi? Je ne vais pas faire semblant. L'exemple du Congo est exactement le même mécanisme que le sucre chez Voltaire. Sauf qu'aujourd'hui, on ne parle pas de sucre, on parle de smartphone et de cobalt. Je dis smartphone comme j'aurais pu dire n'importe quoi d'autre. Hein. C'est un exemple parmi tant d'autres, comme, je sais pas moi, les diamants, l'exploitation forestière, de minerais 3TG et la liste continue. Le Congo est un pays très très riche, comme beaucoup de pays africains d'ailleurs, victime d'instabilité de tout genre en plus de ça. Mais recentrons-nous sur le sujet du jour, les smartphones et l'exploitation du cobalt. La RDC produit l'essentiel du cobalt mondial et ce métal est clé pour beaucoup de batteries. Et ce qui est insupportable, c'est que derrière un objet banal, propre et moderne, il y a des corps, des mines, des accidents, des effondrements, des blessures, des morts. Et dans l'extraction artisanale, il y a surtout des enfants. Et là, je vais être très claire.
Ce n'est pas la pauvreté toute seule, ni l'Afrique, ni même une fatalité. C'est une histoire longue, structurée, où l'Europe a joué un rôle central. Le Congo a été façonné dès le départ comme une machine à extraire. Concession, coercion, violence, profits exportés et des institutions abîmées. Puis, au moment des indépendances, la guerre froide, les intérêts et les ingérences ont continué à peser sur la stabilité politique. On a des sources officielles et des travaux historiques qui documentent des opérations et des objectifs de removal contre Lumumba et des dynamiques où des puissances étrangères ont cherché à orienter l'avenir du pays. Et aujourd'hui, dans un territoire où l'État peine à contrôler, l'exploitation devient plus opaque, la contrebande augmente, les mélanges d'origine deviennent plus possibles et les minerais peuvent financer des réseaux armés ou des circuits illégaux. Cette opacité arrange ceux qui achètent loin du front parce que le risque et la violence restent ailleurs pendant que la chaîne d'approvisionnement, elle, continue à tourner. Donc oui, je ne suis pas en train de dire qu'un État veut la guerre comme un scénario écrit. Ce que je dis, c'est bien plus dur. Un système mondial peut très bien vivre avec la guerre parce que l'approvisionnement continue et que le coût humain n'apparaît pas dans le prix final. Et c'est là que je reviens à Voltaire. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Aujourd'hui, on pourrait dire, et sans poésie en plus, c'est à ce prix que l'on charge nos téléphones. Fin de la partie 3. Bon, alors les gars, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi parce que, comment vous dire, j'ai fait cette vidéo, c'est la 3e fois que je la fais. J'avais 2 parties 3 qui étaient tous bancales, tous pas ouf quoi. Et donc me voilà en train de filmer la partie 3 et demain, ou je pense mercredi, si ce n'est pas, non, jeudi ou vendredi, je filmais la partie 5 parce que j'ai perdu beaucoup de temps. Alors mon cerveau, il a beaucoup de mal à fonctionner quand je me vois répéter plusieurs fois le même travail. Et aujourd'hui, c'était particulièrement chiant parce que ça fait un moment que je filme. Mais il y a des choses, ça n'arrive pas à sortir de ma bouche. Et c'est pas parce que c'est compliqué, hein. C'est pas parce que je sais pas ce que je dis, mais c'est tout simplement parce que ce sont des choses que j'ai déjà répétées plusieurs fois dans 2 vidéos différentes. Et donc là, mon cerveau, ça devient redondant. C'est trop. C'est genre, ok, je dis un truc et je bafoue, je suis obligée de répéter. Le nombre de fois où je bafoue, franchement. Mais ne vous inquiétez pas, je vais travailler là-dessus. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec la partie 4 de Candide ou l'optimisme de Voltaire. Sur ce, à bientôt les amis et prenez soin de vous.